Arrête de te plaindre. Comment sortir du rôle de victime pour enfin te construire? Produit et lu par Livre Académie. Introduction. Tu te plains parce que c'est plus confortable que d'agir. Tu te plains de ton travail, de ton corps, de ton manque d'argent, de ton passé, des autres, du système, de la malchance. Tu te plains parce que ça te donne l'impression d'avoir une raison valable de ne rien changer. Tu te plains, peut-être discrètement, peut-être intérieurement, peut-être même sans utiliser le mot. Tu te plains quand quelque chose ne va pas. Tu te plains quand quelqu'un réussit plus vite que toi. Tu te plains quand la vie ne répond pas à tes attentes. Tu te plains du manque d'opportunités. Tu te plains du passé qui t'a ralenti, des erreurs que tu as faites, des occasions que tu as ratées. Tu te plains parce que c'est plus simple que de regarder la vérité en face. Se plaindre, c'est confortable. Ça donne l'impression d'avoir une explication logique à ton immobilité. Ça donne une raison propre, presque noble, de ne pas avancer. Mais la plainte est une stratégie de survie à court terme et une destruction à long terme. Elle apaise ton ego et affaiblit ton caractère. Elle te donne le rôle principal d'une histoire injuste dont tu es le héros malchanceux. Et plus tu répètes cette histoire, plus tu la rends réelle. Tu finis par croire que tu es bloqué, que tu es limité, que tu es condamné à subir. La vérité est beaucoup moins dramatique et beaucoup plus dérangeante. Tu n'es pas condamné, tu es confortable, tu n'es pas bloqué, tu évites l'inconfort, tu n'es pas impuissant. Tu refuses la responsabilité totale, parce que la responsabilité totale est lourde. Elle ne laisse plus de place aux excuses, elle ne laisse plus de place aux coupables permanents, elle ne laisse plus de place au discours rassurant qui dit que tout est la faute de l'extérieur. Oui, certaines choses ne dépendent pas de toi. Oui, certaines injustices sont réelles. Oui, certaines blessures sont profondes. Mais ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, dépend de toi. La direction que tu prends dépend de toi. L'effort que tu fournis dépend de toi. Et c'est là que beaucoup préfèrent retourner à la plainte. Parce que la plainte protège l'ego. Elle évite l'échec. Elle évite le risque. Elle évite le regard des autres. Elle évite la confrontation avec ses propres faiblesses. Se plaindre permet de rester moralement propre sans produire de résultats. Construire exige de salir ses mains. Construire exige de se tromper. Construire exige d'être médiocre au début. Et ça, ton ego déteste. Alors tu racontes que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prêt, que les conditions ne sont pas réunies, que tu manques de motivation. Mais la motivation n'est pas la solution. La décision l'est. La discipline l'est. La répétition l'est. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va t'apporter une version améliorée de toi-même. Personne ne va créer la stabilité que tu refuses d'installer. Plus tu attends, plus tu renforces l'idée que tu n'es pas capable. Plus tu te plains, plus tu programmes ton cerveau à chercher des raisons au lieu de chercher des solutions. Et le plus dangereux, c'est que ça devient normal. Normal de ne pas agir. Normal de repousser. Normal de critiquer ceux qui avancent. Normal de justifier son immobilité. Ce livre ne va pas te dire que tu es spécial. Il ne va pas te dire que le monde te doit quelque chose. Il ne va pas te promettre un changement sans inconfort. Il va te rappeler que la sortie du rôle de victime commence par un choix radical. Accepter que tu as plus de contrôle que tu ne veux l'admettre. Accepter que tes excuses sont confortables mais coûteuses. Accepter que ta vie actuelle est en grande partie le résultat de décisions répétées, conscientes ou non. Ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Parce que si tes choix t'ont amené ici, alors d'autres choix peuvent t'emmener ailleurs. Mais tant que tu te plains, tu refuses ce pouvoir. Tant que tu accuses, tu le délègues. Tant que tu attends, tu l'abandonnes. Alors à partir de maintenant, tu as une décision simple. Continuer à te plaindre et rester cohérent avec ton histoire actuelle. Ou arrêter de te plaindre et commencer à te construire, même imparfaitement, même lentement, mais réellement.
Chapitre numéro 1. Personne ne viendra te sauver. Le jour où tu comprends que personne ne viendra te sauver est le jour où tu récupères enfin ton pouvoir. Si tu observes ta vie avec honnêteté, tu verras un schéma récurrent. Tu attends. Tu attends depuis longtemps. Tu attends que quelque chose change. Tu attends que les circonstances s'améliorent. Tu attends d'avoir plus d'énergie, plus d'argent, plus de clarté. Tu attends le bon moment. Et cette attente est devenue normale, elle est socialement acceptable, elle est même encouragée. On te dit d'être patient, on te dit que ton tour viendra, on te dit que si tu travailles suffisamment, quelqu'un finira par remarquer tes efforts. On te dit que le temps arrange les choses. Mais le temps n'arrange rien sans action dirigée. L'illusion du sauveur est profondément ancrée dans ton fonctionnement mental. Elle ne ressemble pas à une faiblesse, elle ressemble à de l'espoir, elle ressemble à de la logique, elle ressemble à de la maturité. Pourtant, derrière cette apparence raisonnable se cache une posture dangereuse, la passivité déguisée. Tu crois que ton déclic viendra de l'extérieur, une opportunité inattendue, une rencontre décisive, une critique qui te réveille, une crise qui te force à changer. Tu crois que quelque chose va se produire et que, soudainement, tu deviendras discipliné, concentré, ambitieux, déterminé. Mais ce que tu ne veux pas admettre, c'est que ce moment est souvent une illusion. Le déclic ne vient pas, il se construit. Et tant que tu attends qu'il arrive, tu restes immobile. L'illusion du sauveur te protège d'une vérité plus brutale. Si rien ne change, c'est parce que tu n'as pas changé. Cette phrase peut sembler injuste, elle peut sembler simpliste, elle peut sembler dure, mais elle est libératrice, parce qu'elle signifie que ton immobilité n'est pas une condamnation définitive. Elle est le résultat de choix répétés. Et si des choix répétés t'ont amené ici, d'autres choix répétés peuvent t'emmener ailleurs. Mais pour accepter cela, tu dois abandonner l'idée qu'un facteur externe va transformer ta trajectoire. Personne ne va te choisir à ta place. Personne ne va t'imposer la discipline que tu évites. Personne ne va supprimer tes distractions. Personne ne va structurer ton quotidien pour toi. La société ne fonctionne pas comme un parent bienveillant. Elle fonctionne comme un environnement compétitif et indifférent. Elle récompense la valeur créée, pas l'intention déclarée. Elle récompense l'action répétée, pas le potentiel imaginé. Et le plus dur dans cette réalité, ce n'est pas qu'elle soit froide, c'est qu'elle soit cohérente. Tu reçois proportionnellement à ce que tu produis et à la manière dont tu te positionnes, pas proportionnellement à ce que tu espères. Le piège de l'attente intelligente. Beaucoup de personnes ne se considèrent pas comme passives. Elles lisent, elles apprennent, elles consomment du contenu éducatif, elles regardent des conférences, elles planifient, elles réfléchissent profondément à leur avenir. Elles appellent cela « se préparer ». Mais il existe une différence fondamentale entre préparation stratégique et attente déguisée. La préparation stratégique a une date de lancement. Elle mène à l'action. L'attente déguisée est infinie. Elle repousse toujours le moment de commencer. Tu te dis que tu vas lancer ton projet quand tu seras prêt. Tu te dis que tu vas te mettre au sport quand tu auras plus de temps. Tu te dis que tu vas économiser quand tu gagneras plus. Tu te dis que tu vas changer d'environnement quand tu te sentiras plus confiant. Mais observe la structure de ces phrases. Elles conditionnent l'action à une amélioration préalable. Or, l'amélioration vient de l'action. Tu veux être confiant avant d'agir, mais la confiance vient de l'action répétée. Tu veux être motivé avant de commencer, mais la motivation vient du mouvement. Tu veux être prêt avant d'essayer, mais la préparation réelle commence dans l'essai. L'attente intelligente est plus dangereuse que la paresse évidente, parce qu'elle te donne l'impression d'être actif alors que tu ne produis rien de concret. Tu analyses ta vie, tu comprends tes blocages, tu identifies tes blessures, tu mets des mots sur tes schémas, et pourtant, tu continues à répéter les mêmes comportements. Pourquoi? Parce que comprendre ne transforme pas,
agir transforme. Et agir signifie accepter d'être imparfait au départ. Beaucoup préfèrent rester dans la phase de compréhension infinie plutôt que d'entrer dans la phase d'exécution imparfaite. Parce que l'exécution expose. Elle révèle ton vrai niveau. Elle met en lumière tes lacunes. Elle t'oblige à confronter la réalité de tes compétences. Tant que tu restes dans l'analyse, ton potentiel reste intact. Il est théorique. Il est imaginaire. Il est rassurant. Dès que tu agis, ton potentiel devient mesurable. Et ça fait peur. La vérité que tu évites. Il y a une phrase que peu de gens osent affronter pleinement. Personne ne viendra te sauver. Elle semble dure, elle semble presque pessimiste. Pourtant, elle est profondément optimiste. Parce qu'elle signifie que ton destin n'est pas suspendu à une intervention extérieure. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu n'as pas besoin d'un mentor providentiel, tu n'as pas besoin d'un alignement parfait des planètes. Tu as besoin d'une décision claire. Et cette décision est simple. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre la validation. Arrêtez d'attendre le bon moment. Arrêtez d'attendre d'être prêt. Arrêtez d'attendre une version plus courageuse de toi-même. La version plus courageuse de toi-même se construit dans l'action actuelle. Beaucoup imaginent qu'un jour, ils se réveilleront différents, plus disciplinés, plus concentrés, plus ambitieux. Mais le cerveau humain fonctionne par répétition. Ce que tu répètes devient ton identité. Si tu répètes l'attente, tu deviens quelqu'un qui attend. Si tu répètes la plainte, tu deviens quelqu'un qui se plaint. Si tu répètes l'action, tu deviens quelqu'un qui agit. La responsabilité totale est la mort des excuses. Si personne ne viendra te sauver, alors une conclusion s'impose. Tout repose sur toi, pas sur ton passé, pas sur ton environnement, pas sur la chance, sur toi. Cette phrase peut déclencher une résistance immédiate. Ton esprit cherche déjà des contre-exemples, des injustices, des situations extrêmes, des circonstances atténuantes. Et c'est normal. Ton cerveau veut protéger ton image intérieure. Il veut éviter l'inconfort de la responsabilité totale. Mais comprenons bien ce que signifie responsabilité totale. Cela ne veut pas dire que tout est de ta faute. Cela signifie que tout ce que tu fais à partir d'aujourd'hui est ton choix. Même ne rien faire est un choix. Même attendre est un choix. Même continuer à expliquer est un choix. La plupart des gens vivent dans une zone grise. Ils reconnaissent qu'ils ont une part de responsabilité, mais pas totalement. Ils disent « Oui, je pourrais faire plus, mais… » Et ce « mais » devient la porte de sortie permanente. « Oui, je pourrais m'entraîner, mais je suis fatigué. » « Oui, je pourrais lancer ce projet, mais je manque de temps. » « Oui, je pourrais économiser, mais la vie est chère. » Le « mais » est le refuge des excuses sophistiquées. Il permet de maintenir une image de soi ambitieuse sans produire les actions correspondantes. Il maintient l'illusion de la volonté tout en évitant l'effort réel. La responsabilité totale supprime le « mais ». Elle ne nie pas la fatigue, elle ne nie pas les contraintes. Elle dit simplement « malgré cela, que fais-tu » C'est là que beaucoup reculent. Parce que la responsabilité totale enlève la possibilité de se positionner en victime permanente. Et être victime permanente a un avantage caché. Cela protège l'ego. Si tu échoues et que ce n'est pas ta faute, ton image reste intacte. Si tu n'essaies pas vraiment, tu ne peux pas vraiment échouer. C'est une stratégie inconsciente mais puissante. Beaucoup préfèrent préserver leur image plutôt que d'améliorer leur réalité. Regarde attentivement ton quotidien. Combien de décisions prends-tu réellement en pleine conscience? Combien d'actions fais-tu parce qu'elles sont alignées avec tes objectifs et combien parce qu'elles sont confortables? Combien de fois remets-tu à plus tard une tâche importante en te racontant une histoire raisonnable? La responsabilité totale commence par une observation froide, sans jugement excessif, sans auto-flagellation, juste une observation claire. Tu regardes ta journée et tu te demandes
Est-ce que ce que je fais me rapproche ou m'éloigne de ce que je prétends vouloir? Cette question est brutale, parce qu'elle expose l'écart entre le discours et les actes. Beaucoup disent vouloir réussir, mais investissent plus d'énergie dans la distraction que dans la progression. Beaucoup disent vouloir changer, mais répètent exactement les mêmes routines. Beaucoup disent vouloir plus de liberté, mais évitent les efforts nécessaires pour l'obtenir. La responsabilité totale te force à reconnaître que la majorité des résultats ne sont pas accidentels. Ils sont cohérents. Cohérents avec tes habitudes, cohérents avec ton niveau d'engagement, cohérents avec ta discipline réelle, pas avec tes intentions déclarées. C'est dur à accepter, mais c'est incroyablement puissant, parce que si tes résultats sont cohérents avec tes habitudes, alors modifier tes habitudes modifiera tes résultats. La victime pense en termes d'injustice. La personne responsable pense en termes de stratégie. La victime demande « Pourquoi moi ?» La personne responsable demande « Quelle est ma prochaine action ?» La victime cherche un coupable. La personne responsable cherche un levier. Ce changement de posture transforme tout. Il transforme ta manière d'interpréter les échecs. Un échec n'est plus une preuve que tu es incapable. Il devient une information, une donnée, un feedback. Il transforme ta manière de voir la difficulté. Elle n'est plus une attaque personnelle, elle devient un terrain d'entraînement. La responsabilité totale ne rend pas la vie plus facile, elle la rend plus claire. Elle supprime le brouillard des excuses. Elle enlève la possibilité de se raconter des histoires flatteuses. Elle oblige à mesurer, à ajuster, à recommencer. Et c'est précisément ce que la majorité évite. Parce que cela demande de l'humilité. Cela demande d'admettre que ton niveau actuel est le résultat de ton niveau d'effort actuel. Cela demande d'admettre que ton potentiel n'a aucune valeur tant qu'il n'est pas transformé en compétence. Beaucoup vivent accrochés à leur potentiel. Je pourrais si je voulais. Je suis capable. Je sais que je peux. Mais ce potentiel non utilisé devient une drogue psychologique. Il permet de se sentir capable sans avoir à prouver quoi que ce soit. La responsabilité totale détruit cette illusion. Elle dit « Ce que tu pourrais faire ne compte pas, ce que tu fais compte ». Et c'est là que le chapitre prend tout son sens. Personne ne viendra te sauver parce que personne ne peut faire ce travail intérieur à ta place. Personne ne peut décider pour toi d'arrêter de te mentir. Personne ne peut choisir pour toi la cohérence. Personne ne peut installer pour toi une discipline durable. Ce travail est solitaire. Ce travail est répétitif. Ce travail est invisible au début, mais il est cumulatif. Chaque décision responsable renforce ton identité. Chaque action cohérente renforce ton caractère. Chaque effort répété renforce ta crédibilité intérieure. Et progressivement, quelque chose change. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui attend. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui subit. Tu te vois comme quelqu'un qui agit. Cette transformation n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle se produit dans les choix quotidiens, dans les moments où personne ne regarde, dans les décisions où tu pourrais facilement choisir le confort, mais où tu choisis la progression. La responsabilité totale est la mort des excuses. Et la mort des excuses est la naissance du pouvoir personnel. L'identité n'est pas une révélation soudaine, elle est une accumulation de micro-choix quotidiens. Et c'est là que tout change. Parce que si ton identité actuelle est le résultat de choix répétés, tu peux la modifier en modifiant ces choix. Mais cela implique une chose inconfortable. Personne ne viendra déclencher ce changement pour toi. Pas demain, pas dans un an, pas quand tu auras plus de temps. Maintenant. Chapitre numéro 2. La plainte est une drogue. Ce que tu répètes finit par te définir. Si tu répètes la plainte, tu construis une identité d'impuissance. Se plaindre est devenu normal. Tellement normal que tu ne remarques même plus quand tu le fais. Tu te plains du travail, du manque d'argent, du manque de temps,
du manque de reconnaissance, du comportement des autres, du contexte, du passé. Et chaque fois que tu te plains, quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Une tension diminue, une pression baisse. Tu ressens un léger soulagement. Ce soulagement est réel, il est chimique, il est neurologique. Ton cerveau adore identifier une cause extérieure à ton inconfort. Dès que tu désignes un responsable externe, tu réduis la charge interne. Le problème n'est plus entièrement toi. Tu respires. Tu as une explication. Tu as une histoire cohérente. Mais ce soulagement est temporaire. La plainte agit comme un analgésique mental. Elle ne résout pas la situation. Elle anesthésie la responsabilité. Elle apaise l'ego sans transformer la réalité. Et comme toute substance qui apaise sans résoudre, elle crée une dépendance subtile. Plus tu te plains, plus ton cerveau enregistre ce schéma comme efficace. Il apprend que face à l'inconfort, la meilleure réponse est l'explication extérieure. Ce mécanisme se renforce, il devient automatique. Et progressivement, tu développes un réflexe. Au lieu de chercher une action, tu cherches une justification. Au lieu de chercher une stratégie, tu cherches un coupable. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas dramatique. C'est progressif, silencieux, mais puissant. La victimisation comme posture mentale. La plainte répétée transforme ta manière d'interpréter le monde. Ton cerveau fonctionne par filtre. Il confirme ce que tu crois déjà. Si tu crois que les choses sont injustes contre toi, tu verras des preuves partout. Si tu crois que tu manques d'opportunités, tu verras surtout les obstacles. Si tu crois que les autres ont plus de chance que toi, tu remarqueras uniquement les avantages des autres. Ce biais de confirmation renforce la posture de victime. Et la posture de victime est séduisante parce qu'elle protège ton image intérieure. Si tu échoues et que ce n'est pas ta faute, ton ego reste intact. Si tu n'essaies pas vraiment, tu ne risques pas d'être confronté à ton vrai niveau. La victimisation chronique n'est pas toujours bruyante. Elle peut être sophistiquée, elle peut être argumentée, elle peut même sembler lucide. Mais la différence est simple. La lucidité cherche un levier d'action. La victimisation cherche une validation émotionnelle. L'une conduit au mouvement, l'autre au maintien. Et plus tu restes dans cette posture, plus elle devient ton identité. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui traverse des difficultés, tu te vois comme quelqu'un à qui les difficultés arrivent en permanence. Cette nuance change tout. Le confort émotionnel de la plainte. Agir implique un risque. Se plaindre n'en implique aucun. Quand tu agis, tu t'exposes. Tu montres ton travail. Tu révèles tes lacunes. Tu acceptes la possibilité d'échouer. Quand tu te plains, tu restes protégé. Tu peux parler sans produire. Tu peux analyser sans t'engager. Tu peux critiquer sans construire. La plainte maintient ton potentiel dans le domaine théorique. Tant que tu ne passes pas à l'action, ton potentiel reste intact. Tu peux toujours dire que tu aurais pu réussir si tu avais vraiment essayé. C'est confortable, c'est rassurant, mais c'est destructeur à long terme. Parce que pendant que tu protèges ton image, tu ne développes aucune compétence réelle. Pendant que tu défends ton ego, tu n'augmentes pas ta capacité. Pendant que tu expliques, tu ne changes rien. Et le plus dangereux, c'est que la plainte peut te donner l'impression d'être intelligent. Tu identifies les failles du système, tu comprends les injustices, tu analyses les dysfonctionnements. Mais comprendre n'est pas transformer. Comprendre peut même devenir une excuse élégante pour ne pas agir. Le coût invisible de la plainte. Chaque plainte répétée renforce un circuit mental. Chaque justification consolide une croyance. Chaque accusation externe diminue ton sentiment de contrôle interne. Et ce sentiment de contrôle est fondamental. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui vivent dans un monde plus simple. Ce sont celles qui cultivent un fort sentiment d'influence personnelle. Elles ne contrôlent pas tout, mais elles cherchent toujours leur marge d'action. La plainte, elle, réduit cette marge perçue.
Elle te convainc que ton pouvoir est limité. Elle te persuade que les leviers sont ailleurs. Et plus tu crois que les leviers sont ailleurs, moins tu cherches à les développer en toi. À long terme, cela affecte ton ambition. Tu vises plus bas pour éviter la frustration. Tu t'engages moins pour éviter la déception. Tu réduis tes attentes pour protéger ton équilibre émotionnel. C'est une adaptation psychologique logique, mais c'est une adaptation qui te maintient en dessous de ton potentiel réel. La désintoxication commence par la conscience. Sortir de la plainte ne commence pas par un discours héroïque. Cela commence par une observation froide. Combien de fois par jour adoptes-tu un discours intérieur négatif centré sur l'extérieur? Combien de phrases commencent par « c'est à cause de »,« si seulement »,« j'aurais pu si », « ce n'est pas juste ». Observe sans te juger, juste observe. Tu verras que la plainte est souvent automatique. Elle surgit rapidement, avant même que tu aies analysé objectivement la situation. C'est un réflexe conditionné. Et comme tout réflexe, il peut être modifié. Mais pour le modifier, tu dois interrompre le cycle. Chaque fois que tu identifies une plainte, pose-toi une question simple. Quelle est ma marge d'action ici? Même si elle est petite, même si elle est inconfortable, même si elle est imparfaite. Cette question déplace ton cerveau de la justification vers la stratégie. Elle réactive ton pouvoir. Elle casse le circuit automatique. Et progressivement, tu changes de posture. Tu ne nies pas les difficultés. Tu refuses simplement d'en faire une identité. La plainte ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle cesse d'être ton langage principal. Elle cesse d'être ton réflexe dominant. Et à mesure que la plainte diminue, l'action augmente. À mesure que la justification recule, la construction avance. Et tu comprends alors quelque chose de fondamental. Se plaindre était confortable, mais agir est libérateur. Chapitre numéro 3. Le confort te détruit lentement. Ce qui est confortable aujourd'hui peut devenir la prison de demain. Le confort ne ressemble pas à un ennemi. Le danger ne se présente pas toujours sous une forme violente. Parfois, il est doux, silencieux, agréable. Le confort ne te menace pas, il ne crie pas, il ne te force à rien. Il te propose simplement de rester. Rester un peu plus longtemps dans ton lit. Rester un peu plus longtemps dans une situation moyenne. Rester un peu plus longtemps dans des habitudes familières. Le confort ne demande pas d'effort. Il demande seulement de ne rien changer. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Parce que ne rien changer finit toujours par produire un résultat. L'absence de décision est une décision. L'absence d'action est une action répétée. Le confort ne détruit pas brutalement. Il érode, lentement, progressivement. Il transforme l'ambition en option. Il transforme l'effort en exception. Il transforme l'inconfort en menace. La stagnation déguisée en stabilité. Tu appelles ça stabilité. Tu dis que tu es raisonnable, que tu préfères la sécurité, que tu ne veux pas prendre de risques inutiles. Et parfois c'est vrai. Mais souvent, ce que tu appelles stabilité est simplement une stagnation confortable. La stabilité réelle repose sur des bases solides, construites activement. La stagnation repose sur l'évitement. Évitement du risque, évitement de l'effort, évitement du jugement, évitement de l'échec. Le problème est que la vie ne reste jamais statique. Si tu n'évolues pas, tu régresses. Si tu ne développes pas tes compétences, elles deviennent obsolètes. Si tu ne renforces pas ton mental, il s'affaiblit face à la difficulté. Le monde avance, les autres progressent, les standards augmentent. Pendant que tu restes immobile, le niveau général monte. Et un jour, ce qui était suffisant devient insuffisant. Ce qui était confortable devient fragile. Ce qui était acceptable devient limité. Le confort moderne est sophistiqué. Le confort d'aujourd'hui n'est pas seulement physique, il est numérique, il est mental, il est permanent, il tient dans ta poche,
Il t'offre des distractions infinies. Il te donne l'illusion d'être occupé sans être productif. Tu peux passer des heures à consommer du contenu motivant sans produire une seule action concrète. Tu peux analyser des stratégies sans appliquer une seule discipline. Tu peux parler de progrès sans en faire l'expérience. Le confort moderne est subtil parce qu'il ne ressemble pas à de la paresse évidente. Il ressemble à de la préparation. Il ressemble à de l'information. Il ressemble à du divertissement mérité. Mais chaque heure passée dans la consommation passive est une heure non investie dans la construction active. Ce n'est pas dramatique sur un jour, c'est cumulatif sur des années. L'inconfort comme passage obligé. Toute croissance réelle passe par une phase d'inconfort. Apprendre une compétence est inconfortable. S'entraîner physiquement est inconfortable. Exposer ses idées est inconfortable. Prendre une décision importante est inconfortable. L'inconfort n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de progression. Mais ton cerveau, programmé pour la survie, interprète l'inconfort comme une menace. Il cherche à revenir à l'équilibre. Il cherche à réduire la tension. Et le moyen le plus simple est de retourner au confort familier. Si tu ne développes pas consciemment une tolérance à l'inconfort, tu resteras limité à ce qui est facile. Et ce qui est facile produit rarement des résultats extraordinaires. L'inconfort volontaire est un choix stratégique. C'est décider de faire ce qui est difficile avant que la vie ne t'y oblige brutalement. C'est accepter une douleur contrôlée plutôt qu'une douleur subie. Le prix invisible du confort prolongé. Rester dans le confort trop longtemps affaiblit ton caractère. Tu deviens plus sensible à la difficulté, plus impatient face aux obstacles, moins tolérant à la frustration. Ton seuil de résistance diminue. Ce qui aurait été un défi stimulant devient un problème insurmontable. Ton monde se rétrécit progressivement. Tu évites les situations exigeantes. Tu réduis tes ambitions pour ne pas perturber ton équilibre. Tu ajustes tes rêves à ton niveau de confort au lieu d'ajuster ton niveau de confort à tes rêves. Et sans t'en rendre compte, tu construis une vie à la taille de tes peurs plutôt qu'à la hauteur de ton potentiel. La discipline contre le confort. La discipline est l'antidote au confort excessif. Elle ne dépend pas de ton envie, elle ne dépend pas de ton humeur. Elle dépend d'un engagement répété. La discipline crée une structure qui te pousse à agir même quand le confort t'appelle. Elle crée des règles personnelles plus fortes que tes impulsions. Elle transforme l'inconfort en routine. Au début, c'est difficile. Tu ressens une résistance, tu ressens une fatigue mentale, tu doutes. Mais à mesure que tu répètes, ton seuil d'inconfort augmente. Ce qui te semblait difficile devient normal. Ce qui te semblait exigeant devient standard. Et progressivement, tu changes de niveau. Choisir l'inconfort avant qu'il ne te choisisse. La vie impose toujours de l'inconfort. La question n'est pas si tu vas en vivre. La question est quand et dans quelles conditions. Si tu refuses l'inconfort volontaire, tu subiras l'inconfort imposé. Si tu refuses la discipline aujourd'hui, tu subiras les conséquences demain. Si tu refuses l'effort progressif, tu subiras la frustration accumulée. Choisir l'inconfort stratégique, c'est reprendre le contrôle du timing. C'est décider de souffrir un peu maintenant pour éviter de souffrir beaucoup plus tard. C'est construire une résistance qui te prépare aux crises inévitables. Le confort ne te détruit pas en un jour. Il te rend plus fragile chaque année. Il réduit lentement ton ambition, ton énergie, ton exigence. Il t'endort. Et quand tu te réveilles, il est parfois trop tard pour rattraper le temps perdu sans un coût élevé. La question n'est donc pas si le confort est agréable. Il l'est. La question est ce qu'il te coûte à long terme. Si ton confort actuel t'éloigne de la vie que tu dis vouloir, alors ce confort est une dette. Et toute dette finit par se payer. Chapitre numéro 4.
Discipline ou regret? La douleur de la discipline pèse des grammes. La douleur du regret pèse des tonnes. Beaucoup attendent la motivation comme si c'était une énergie magique. Ils pensent qu'un jour ils se réveilleront avec une clarté totale, une envie puissante, une détermination inébranlable. Ils imaginent qu'ils agiront naturellement quand ils se sentiront prêts. Mais la motivation est instable. Elle dépend de l'humeur, du sommeil, de l'environnement, des émotions du moment. Construire une vie solide sur la motivation, c'est bâtir sur du sable. La motivation vient après l'action, pas avant. Elle naît du mouvement, elle naît de la répétition, elle naît des petites victoires accumulées. Attendre d'être motivé pour agir, c'est inverser l'ordre naturel du progrès. La discipline, elle, ne dépend pas de l'envie, elle dépend d'un engagement. Elle dépend d'une décision répétée, même quand l'émotion n'est pas au rendez-vous. La discipline est une identité, pas un effort ponctuel. La plupart des gens considèrent la discipline comme une contrainte temporaire, un effort intense sur une courte période, un sprint motivé. Mais la vraie discipline est une identité. C'est la décision de devenir quelqu'un qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait, même quand c'est inconfortable, même quand personne ne regarde, même quand les résultats ne sont pas immédiats. La discipline ne consiste pas à être parfait, elle consiste à être cohérent. Elle consiste à réduire l'écart entre tes paroles et tes actions. Chaque fois que tu tiens un engagement envers toi-même, tu renforces ton identité. Chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu affaiblis cette identité. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle est répétitive, elle est monotone, elle est parfois ennuyeuse. Mais c'est précisément cette répétition qui construit la force intérieure. Le regret est silencieux au début. Le regret ne frappe pas immédiatement. Il s'installe doucement. Il commence par des pensées légères. J'aurais pu. Si j'avais commencé plus tôt. Si j'avais été plus constant. Au début, ce ne sont que des phrases. Puis elles deviennent plus fréquentes, plus lourdes, plus persistantes. Le regret est le résultat cumulé de petites décisions faciles, répétées sur une longue période. Ce n'est pas un événement unique. C'est une accumulation. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu de la progression, tu ajoutes une petite pierre au mur du regret futur. Sur le moment, la facilité semble inoffensive. Mais dans 10 ans, elle devient évidente. La discipline demande un effort immédiat. Le regret demande une souffrance prolongée. La discipline est inconfortable maintenant. Le regret est douloureux plus tard. Et plus tu repousses la discipline, plus tu augmentes la probabilité du regret. Le choix quotidien invisible. La vie ne se transforme pas en un seul grand choix dramatique. Elle se transforme par des micro-choix quotidiens. Se lever quand l'alarme sonne ou appuyer sur « répétition ». Travailler sur ton objectif ou consommer du divertissement. Dire non à une distraction ou céder à l'impulsion. Ces choix semblent insignifiants isolément, mais ils sont déterminants cumulativement. La discipline est la capacité à faire le bon choix dans ces moments invisibles, ceux où personne ne t'observe, ceux où il serait facile de tricher avec toi-même. C'est dans ces instants que ton identité se construit réellement. Tu ne deviens pas discipliné par un grand discours, tu le deviens par une série de décisions cohérentes quand l'alternative confortable est disponible. La douleur constructive contre la douleur destructive. Il existe 2 types de douleur, la douleur constructive et la douleur destructive. La douleur constructive vient de l'effort, de l'apprentissage, de la répétition, de l'entraînement. Elle est volontaire, elle est temporaire, elle te rend plus fort. La douleur destructive vient du regret, de la stagnation, de la comparaison, de l'impuissance ressentie. Elle est subie, elle est persistante, elle t'affaiblit. Tu ne peux pas éviter la douleur, tu peux seulement choisir laquelle tu acceptes. Beaucoup évitent la douleur constructive parce qu'elle est immédiate. Ils préfèrent la facilité présente. Mais ils héritent ensuite de la douleur destructive.
La discipline est le choix conscient de la douleur constructive. C'est accepter un inconfort stratégique pour éviter un inconfort permanent. La discipline crée la liberté. Paradoxalement, la discipline n'est pas une restriction, c'est une libération. Quand tu développes de la discipline, tu gagnes en contrôle, tu gagnes en crédibilité intérieure, tu gagnes en capacité d'action. Tu n'es plus dépendant de ton humeur, tu n'es plus dépendant de ta motivation fluctuante. Tu deviens fiable. Et cette fiabilité crée des opportunités. Elle crée du respect. Elle crée de la stabilité. La liberté réelle ne vient pas de l'absence de contraintes. Elle vient de la capacité à te gouverner toi-même. Sans discipline, tu es esclave de tes impulsions. Avec discipline, tu diriges ton énergie. L'ultime confrontation. À long terme, la question n'est pas si tu es capable. La question est si tu es cohérent. Tu peux avoir du talent sans discipline et rester médiocre. Tu peux avoir un potentiel énorme sans discipline et ne jamais l'exprimer. La discipline est ce qui transforme le potentiel en réalité. Chaque jour, tu choisis entre deux trajectoires. Une trajectoire où tu fais ce qui est facile maintenant. Une trajectoire où tu fais ce qui est nécessaire pour ton futur. Ces trajectoires semblent similaires au début, mais elles divergent progressivement. Après des années, elles mènent à des vies totalement différentes. La discipline ou le regret. Ce n'est pas un slogan, c'est une loi cumulative. Ce que tu répètes devient ton avenir. Chapitre numéro 5. De victime à responsable. Le jour où tu arrêtes de chercher un coupable, tu commences à devenir puissant. Le rôle de victime n'est pas toujours choisi consciemment, il s'installe progressivement. Il commence par une explication, puis par une justification, puis par une identité. Tu vis une difficulté, tu l'analyses, tu trouves un responsable extérieur, tu ressens un soulagement temporaire et, sans t'en rendre compte, tu répètes ce schéma. Le problème n'est pas que tu rencontres des obstacles, tout le monde en rencontre. Le problème est la posture que tu adoptes face à eux. La victime interprète les événements comme des attaques personnelles ou des preuves de malchance persistantes. Elle cherche des causes extérieures permanentes. Elle accumule des preuves que le monde est contre elle. Et plus elle accumule ces preuves, plus elle renforce son récit intérieur. Ce récit devient une protection. Il protège l'ego. Il protège l'image de soi. Il permet d'éviter la confrontation avec ses propres incohérences. Mais ce confort psychologique a un prix immense. Il coûte le pouvoir d'action. Il coûte l'autonomie. Il coûte la croissance. La responsabilité comme rupture intérieure. Passer de victime à responsable n'est pas un changement superficiel. C'est une rupture intérieure. Ce n'est pas simplement arrêter de se plaindre à voix haute. C'est modifier ton interprétation profonde des événements. La responsabilité ne nie pas la difficulté. Elle refuse simplement d'en faire une identité permanente. Elle change la question centrale. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», tu demandes « Que puis-je faire à partir d'ici ?» Ce déplacement est fondamental. Il déplace ton énergie du passé vers le futur. Il déplace ton attention du problème vers le levier. Il déplace ton identité de spectateur à acteur. Ce changement ne se produit pas une fois, il se répète. Chaque situation devient une opportunité de renforcer cette nouvelle posture. Chaque difficulté devient un terrain d'entraînement mental. La responsabilité est exigeante parce qu'elle ne laisse plus de refuge. Elle t'oblige à regarder ta participation dans tes résultats. Elle t'oblige à voir que même dans des contextes imparfaits, il existe toujours une marge d'action, même minime. L'illusion de l'impuissance. L'impuissance est souvent apprise. Si tu répètes pendant des années que tes résultats dépendent principalement de facteurs externes, ton cerveau finit par y croire. Il réduit ton effort. Il diminue ton initiative. Il t'empêche même parfois d'essayer réellement. Pourquoi fournir un effort maximal si le résultat ne dépend pas de toi?
Cette croyance limite ton engagement. Elle réduit ton ambition. Elle transforme les obstacles en murs infranchissables plutôt qu'en défis à contourner. Pourtant, dans presque chaque situation, il existe un espace d'influence. Il peut être petit, il peut être inconfortable, il peut demander plus d'efforts que prévu, mais il existe. La personne responsable cherche cet espace. Elle l'élargit progressivement. Elle ne contrôle pas tout, elle contrôle sa réponse. Et cette réponse répétée transforme sa trajectoire. La reconstruction de l'identité. Sortir du rôle de victime signifie reconstruire ton identité. Tu ne te définis plus par ce qui t'est arrivé. Tu te définis par ce que tu fais maintenant. Tu cesses de te présenter mentalement comme quelqu'un qui subit. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui agit. Cette reconstruction ne se fait pas par un discours motivant. Elle se fait par des preuves accumulées. Chaque action cohérente devient une preuve que tu es capable. Chaque engagement tenu devient une preuve que tu es fiable. Chaque difficulté affrontée devient une preuve que tu es résilient. Ton identité change lorsque tes comportements changent. Et ton identité renforcée rend les comportements futurs plus cohérents. C'est un cercle vertueux. L'abandon des excuses sophistiquées. La victime moderne ne se voit pas toujours comme une victime. Elle peut être intelligente, informée, analytique. Elle peut produire des arguments sophistiqués pour expliquer pourquoi sa situation est logique. Mais ces arguments, même rationnels, peuvent masquer une absence d'action. La responsabilité ne supprime pas l'analyse. Elle exige que l'analyse mène à une stratégie. Comprendre sans agir est une forme subtile d'évitement. La responsabilité exige un passage à l'exécution, même imparfaite, même incomplète, même lente, parce que l'action imparfaite produit plus de transformation que l'analyse parfaite. La solitude du choix responsable. Devenir responsable peut créer un sentiment de solitude, parce que tu quittes un langage collectif. Tu cesses de participer aux conversations centrées sur la plainte. Tu refuses de nourrir la frustration partagée. Tu choisis la construction plutôt que la critique permanente. Ce choix peut te mettre en décalage avec certains environnements. Mais cette solitude est temporaire. Elle est le prix d'un repositionnement. À long terme, elle attire des individus orientés vers la solution plutôt que vers l'excuse. Elle modifie ton entourage progressivement. Elle modifie ton standard. La répétition transforme la posture. Le passage de victime à responsable n'est pas un événement unique. C'est une pratique quotidienne. Chaque obstacle est une opportunité de basculer. Chaque frustration est une invitation à choisir la posture. Au début, tu hésites. L'ancien réflexe de plainte surgit. Puis tu l'observes. Tu l'interromps. Tu cherches ton levier d'action. Tu répètes ce processus. Progressivement, le nouveau réflexe s'installe. Tu deviens plus rapide à identifier ta marge d'influence. Tu deviens moins dépendant de la validation externe. Tu deviens plus stratégique. La puissance retrouvée. Quand tu cesses d'être victime, tu récupères une énergie immense. L'énergie, auparavant investie dans la justification, devient disponible pour la construction. L'énergie dépensée dans la frustration devient dirigée vers la progression. Tu ne contrôles pas les événements extérieurs, mais tu contrôles ton engagement. Et cet engagement répété modifie ta trajectoire. Les résultats ne sont pas immédiats, mais ils sont cumulatifs. Tu constates que ton sentiment de contrôle augmente. Ta confiance devient plus stable. Ton discours intérieur change. Tu ne te racontes plus une histoire d'impuissance. Tu te racontes une histoire d'évolution. La responsabilité comme mode de vie. À long terme, la responsabilité cesse d'être un effort. Elle devient un mode de fonctionnement. Tu n'as plus besoin de te forcer à chercher ta marge d'action. Tu le fais automatiquement. Tu n'as plus besoin de te rappeler d'éviter la plainte excessive. Tu passes naturellement à la stratégie. Cette transformation ne fait pas de toi quelqu'un d'invulnérable. Elle fait de toi quelqu'un d'adaptable,
quelqu'un de stable intérieurement, même quand l'extérieur est instable. Quelqu'un qui comprend que la vie est imparfaite, mais que son engagement ne dépend pas de la perfection des circonstances. De victime à responsable n'est pas un slogan, c'est un basculement intérieur. C'est l'abandon d'une posture protectrice mais limitante. C'est l'acceptation d'une posture exigeante mais puissante. C'est le moment où tu comprends que ton passé peut expliquer certaines choses, mais ne décide plus pour toi. C'est le moment où tu cesses d'attendre qu'on te comprenne pour commencer à agir. C'est le moment où tu réalises que personne ne viendra te sauver parce que ce rôle t'appartient déjà. Et à partir de là, la construction commence réellement. Conclusion. Tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu as besoin de décider. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la curiosité, c'est une forme de lucidité. Une partie de toi sait déjà que continuer comme avant ne mène nulle part. Une partie de toi sait que la plainte t'a soulagé mais ne t'a jamais construit. Une partie de toi sait que le confort t'a protégé mais ne t'a pas fait grandir. Une partie de toi sait que la motivation t'a trahi et que seule la discipline tient dans le temps. Et maintenant tu ne peux plus prétendre que tu ne vois pas. Tu sais que personne ne viendra te sauver. Tu sais que la responsabilité est lourde, mais libératrice. Tu sais que la plainte est une drogue douce qui apaise sans transformer. Tu sais que le confort excessif est une prison invisible. Tu sais que la discipline est une décision répétée et non une émotion passagère. Tu sais que le rôle de victime est confortable, mais coûteux. Tu sais tout cela maintenant. La question n'est plus de comprendre. La question est de choisir. Choisir de continuer à te raconter que les circonstances sont contre toi. Choisir de continuer à attendre le bon moment. Choisir de continuer à espérer un déclic extérieur. Ou choisir d'assumer pleinement que ton futur dépend de tes décisions répétées. La transformation n'est pas spectaculaire. Elle ne commence pas par un discours héroïque. Elle commence demain matin, quand ton réveil sonnera. Elle commence dans la prochaine situation inconfortable. Elle commence dans la prochaine frustration. Elle commence dans le prochain moment où tu pourrais te plaindre, mais où tu choisis d'agir. Ce livre ne te promet pas une vie facile. Il ne te promet pas que tout deviendra simple. Il ne te promet pas que tu ne douteras plus. Il te promet quelque chose de plus important. Si tu appliques ces principes, tu récupéreras ton pouvoir. Et le pouvoir ne signifie pas contrôler le monde, il signifie contrôler ta posture face au monde. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles ton effort, tu contrôles ton engagement, tu contrôles ta discipline, tu contrôles la répétition de tes choix. Et la répétition crée l'identité. L'identité crée la trajectoire crée la vie. Dans 10 ans, tu vivras les conséquences de ce que tu répètes aujourd'hui. Soit tu répéteras la plainte, soit tu répéteras l'action, soit tu répéteras l'excuse, soit tu répéteras la responsabilité. Ce ne sont pas les grandes décisions rares qui définissent une existence. Ce sont les petites décisions fréquentes. Tu peux continuer à protéger ton ego ou tu peux construire ton avenir. Tu peux continuer à expliquer ou tu peux commencer à produire. Tu peux continuer à attendre ou tu peux devenir le déclencheur. Arrêter de te plaindre ne signifie pas nier la difficulté. Cela signifie refuser d'en faire une identité. Cela signifie accepter que malgré les injustices, malgré les retards, malgré les erreurs, tu gardes une marge d'action, même minime, même inconfortable, mais réelle. Ce livre se termine ici, mais ton travail commence maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Parce qu'au final, la vérité est simple et brutale. Ta vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle avance, avec ou sans toi. Alors, arrête de te plaindre et commence à te construire. Nous arrivons à la fin de ce livre. Si certaines phrases t'ont dérangé, si certaines vérités t'ont obligé à te regarder en face, alors ne laisse pas cette prise de conscience s'arrêter ici.
Avec Livre Académie, tu vas apprendre chaque jour à devenir meilleur. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Continue à te construire au lieu de subir. Et si tu as réellement appris quelque chose aujourd'hui, écris simplement en commentaire « J'ai appris ». À très bientôt.